Bonjour à tous, capsule juridique numéro 161 du 2 juin 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France. Alors désolé, je suis dehors, donc vous entendrez peut-être quelques oiseaux, voire un avion un peu plus loin. Mais voilà, c'est comme ça. Alors au Texas, tout d'abord, 6 personnes victimes des injections déposent une plainte en demandant la tenue d'un procès avec jury contre différents défendeurs. Parmi ces défendeurs, on peut citer Joe Biden, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. À propos de celle-ci, je vous suggère d'ailleurs un petit exercice amusant. Vous allez sur le site imdb.com, c'est la base de données mondiale du cinéma. Vous tapez le nom de Karine Jean-Pierre, donc Jean-Pierre c'est son nom de famille en fait, et Karine avec K c'est son prénom. Dans la barre de recherche et le premier résultat de la recherche avec une photo sur laquelle vous la reconnaîtrez est le bon. Vous ouvrez et on vous dit bien qu'il s'agit d'une actrice née en 77 à Fort-de-France, donc en Martinique. Je vous mets aussi le lien sur ma capsule, mais faites l'exercice vous-même, c'est assez intéressant. Donc elle a joué dans quelques séries télévisées, mais son plus grand rôle est assurément celui qu'elle interprète depuis quelques mois aux côtés d'un président fantôme. Bref, alors revenons à notre affaire. Parmi les défendeurs dans cette procédure, on trouve également le DHS, donc le Department of Health and Human Services, et son secrétaire général Xavier Becerra, le CDC, le DHS, etc. La plainte fait 124 pages. L'un des plaignants est M. Ramirez, qui avait perdu son fils. Il s'agissait de cet adolescent de 16 ans que son père élevait seul, qui est décédé 5 jours après l'injection Pfizer. Il a ensuite voulu se rendre à Washington pour partager l'histoire de son fils, a lancé un crowdfunding pour obtenir de l'aide pour les frais, mais bien sûr, GoFundMe, donc le site de crowdfunding, a fermé la campagne en prétextant, comme toujours, qu'il aurait enfreint les règles des conditions d'utilisation. Les autres plaignants sont des victimes directes qui, précise la plainte, continuent de subir des effets graves et invalidants qui sont survenus quelques jours ou pour certains quelques heures même après les injections. Les 6 plaignants se sont exprimés sur les réseaux sociaux dans le but de partager leurs expériences respectives et ont aussi engagé des discussions en message privé avec d'autres usagers, notamment sur des groupes de victimes, mais ont tous été violemment censurés. Et dans la plainte, qu'à ce stade j'ai juste lu en diagonale, on détaille longuement les censures intervenues à tous les niveaux, notamment au niveau de la Maison-Blanche qui donnait des instructions. Vous avez également un petit résumé de la plainte en français sur un site dont je vous mets aussi le lien sous ma capsule. Cet article présente brièvement les autres victimes. L'un des groupes de victimes sur Facebook avait aussi pour objet d'échanger des informations pour savoir comment soulager les douleurs et certains effets secondaires et comment trouver un soutien dont bien sûr ils ont été privés du fait de cette censure. La créatrice de ce groupe, que l'on voit en photo en haut de l'article, une certaine Madame Dressen, qui est la première des plaignantes énumérée en page 1 de la plainte, a notamment déclaré qu'elle avait connaissance de plusieurs suicides causés par ce sentiment d'impuissance du côté des victimes qui avaient toute l'impression que personne ne voulait les écouter. Affaire à suivre donc. En Australie à présent, une importante class action a été lancée contre le gouvernement australien. La plainte, qui peut être signée par tout citoyen, est disponible en ligne et vise essentiellement les mensonges du gouvernement australien à différents égards, le fait que malgré une recherche complète dans différentes agences gouvernementales et dans différents pays, aucune organisation gouvernementale n'a pu prouver l'existence du virus SARS-CoV-2 isolé par des scientifiques, c'est pas moi qui le dis, c'est la plainte, les mensonges sur le test PCR et les faux positifs avec la propagande que ces tests ont permis, aucune surmortalité n'aurait été constatée dans le monde et la plainte met en avant également la censure permanente des médias australiens, etc., etc. À l'appui de cette plainte figure un document qui contient un témoignage sous serment, accompagné de preuves établies, notamment par le docteur David Martin, qu'on voit beaucoup tourner pour l'instant, dans sa fameuse vidéo là, enregistrée au Parlement européen. En Nouvelle-Zélande, à présent, une autre procédure est introduite devant des juridictions spécifiques du peuple maori. Alors Rainer Fulmich nous explique dans une vidéo dont j'ai mis le lien sur mon canal Telegram et dont je mets évidemment aussi le lien sous cette capsule. Il explique que les juridictions tribales des Maoris ont une compétence spécifique et dès lors, ne faisant pas partie du système classique, ne sont pas touchés par la corruption globale. Pour cette raison, avec d'autres avocats, une procédure est introduite pour faire reconnaître que la pandémie était bien une plandémie avec un L, preuve à l'appui. Ces juridictions souveraines sont évidemment très intéressantes. Alors, la procédure aura lieu dans la langue des Maoris, mais avec un interprète pour l'anglais. Rainer Fulmich, de son côté, explique aussi que cela a inspiré un avocat sud-africain, puisqu'il semble que des juridictions indigènes aient aussi certaines compétences spécifiques en Afrique du Sud. Il explique aussi le système d'indemnisation en vigueur devant ces juridictions très particulières, en prenant l'exemple d'une personne qui serait poursuivie pour vol et qui, jugée coupable, pourrait être condamnée alors à indemniser la victime à hauteur de 3 fois la somme dérobée. C'est un exemple, mais ça montre un petit peu comment fonctionne cette justice-là, qui est tout à fait officielle, c'est pas un folklore.
L'information se répand déjà un peu partout puisqu'il évoque le fait que différentes personnes seront présentes comme témoins et experts. Par exemple, Mike Yeadon, que vous connaissez à présent, plus besoin de vous le présenter. Comme a indiqué aussi Vera Sharav, avec qui il s'est entretenu à ce sujet, le fait qu'une telle procédure soit confiée à des peuples ayant conservé une certaine spiritualité n'est pas innocent et représente peut-être une porte d'entrée pour créer des précédents. Cette approche est évidemment très intéressante. Comme il le relève également un peu plus loin, pour la première fois, les débats ne seront peut-être pas centrés sur la procédure, la compétence matérielle ou territoriale et des détails techniques, mais sur le fond, sur la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il va de soi que toutes les recherches, les témoignages recueillis par Rainer Füllmich et son équipe depuis plus de 2 ans vont pouvoir servir. Il en profite aussi pour débunker de fausses informations qui circulent depuis plus d'1 an, affirmant qu'il aurait lancé au Canada des procédures de masse avec des milliers d'autres avocats. Je ne cesse pas pour ma part de remettre aussi les personnes sur les rails à ce niveau-là, en rappelant qu'il s'agit juste d'informations destinées à nous discréditer ou à créer de faux espoirs dans la population, avant d'entraîner ensuite des divisions, la perte de confiance, etc. Ces infos ne viennent ni de lui, ni de qui que ce soit de son équipe, ni évidemment de moi non plus. Ensuite, il est question de la corruption des juridictions un peu partout dans le monde. Et l'interview, de manière générale, est vraiment très intéressante. Je vous la conseille très vivement. La vidéo est en anglais, elle sera peut-être traduite, je n'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas à ma connaissance. Et elle est sur Rumble, donc branchez votre VPN. VPN d'ailleurs qui sera peut-être utile aussi bientôt pour aller sur Twitter, puisque vous avez sans doute entendu qu'il y a une sorte de bras de fer, en tout cas médiatique, parce que techniquement ça n'ira pas bien loin je crois, entre l'Union Européenne et Elon Musk. Et donc pour ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas, je vous conseille vraiment d'installer un VPN, c'est vraiment pas compliqué. Et le mien il est branché en permanence quasiment sur mon PC depuis plus de 5 ou 6 ans. Donc c'était déjà le cas bien avant que cette hystérie commence. En France, à présent, des poursuites correctionnelles ont été engagées contre l'ancienne députée Laetitia Avia. Alors vous vous souviendrez sans doute que c'était la députée qui à 2 reprises avait tenté de faire passer une loi anti-harcèlement. Au moins donc elle connaît le sujet, ce qui va lui servir, puisque c'est précisément pour des faits de harcèlement à l'encontre de 7 de ses anciens collaborateurs qu'elle est poursuivie. Le procureur de la République ayant, si on en croit un article de BFM, requis une peine d'1 an de prison avec sursis et de 5 ans d'inéligibilité. Alors ça s'invente pas, on vit dans un asile à ciel ouvert, mais pour une fois que BFM me fait rire, ça méritait d'être signalé. Merci aussi à Virginie Desarrojo qui a publié cette info juste au moment où je pensais pouvoir enfin enregistrer cette capsule. Un petit extrait de l'article sur le site de BFM, je cite. Dans son réquisitoire, la procureure a estimé que l'élu avait bien dénigré et humilié ses collaborateurs, notamment par des colibets, entre guillemets colibets, et des remarques visant l'orientation sexuelle ou les origines, qu'elle avait en outre instauré un, je cite, climat de peur et exigé des heures de travail abusives ainsi que des tâches indues liées à sa vie personnelle. L'article précise ensuite que l'avocat de Mme Avia estime quant à elle que sa cliente n'avait pas été informée qu'il y avait des problèmes et qu'il n'y avait pas de climat de terreur, mais, je cite, une ambiance de travail d'humour au 1000e degré. Ça vaut ce que ça vaut. Fin de citation. Écoutez aussi la séquence de BFM TV insérée dans l'article, quelques détails, on va dire, éloquents. Et l'article ne précise pas si une date a été annoncée pour le prononcé du jugement, donc affaire à suivre. En France toujours, la Ligue des droits de l'homme vient de publier son rapport juridique 2022. J'en ai aussi été informé quelques instants avant d'enregistrer cette capsule, donc je n'ai pas tout lu en détail. Il est notamment question du résumé de quelques affaires importantes qui ont été plaidées en France en matière des droits de l'homme. De nombreuses affaires concernent sans doute la violation de la liberté de réunion, mais je vois aussi une série de cas concernant des atteintes à l'encontre des personnes, entre guillemets, en situation de précarité, donc lire les SDF essentiellement, notamment des arrêtés anti-mendicité censurés suite à des actions menées par la Ligue des droits de l'homme. Il est question aussi de violences policières lors des manifestations et des difficultés d'identification des agents concernés. À ce sujet, je vous lis ce qu'on trouve en page 20. Je cite « Violences policières en manifestation, l'impossible identification des agents des forces de l'ordre ». On parle d'une procédure menée par un confrère qui s'appelle Maître Patrice Spinozzi. Je cite donc « Depuis plusieurs années, la France s'est engagée dans un processus de brutalisation du maintien de l'ordre, s'appuyant sur une conception autoritaire de la gestion de l'ordre public. Cet usage disproportionné de la force entraîne de graves violations des droits et libertés, d'autant plus qu'il s'accompagne d'une hausse des violences commises par les forces de l'ordre dans le cadre de ces manifestations. Si en théorie un référentiel des identités et de l'organisation, RIO, a été mis en place et si son port a été rendu obligatoire par un arrêté de 2013 pour permettre l'identification de chaque agent des forces de l'ordre, on constate qu'en pratique celle-ci est toujours difficile, voire impossible, parce qu'il est trop petit et souvent couvert ou totalement masqué, ou en raison de l'équipement. La bonne visibilité de ce matricule n'est pas assurée.
De surcroît, l'obligation de port n'est souvent pas respectée et des ordres sont parfois donnés par la hiérarchie de ne pas le porter. L'invisibilisation du RIO et ainsi l'impunité des violences policières sont organisées au mépris du principe simple et incontestable proclamé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Sous couvert d'une doctrine de maintien de l'ordre toujours plus sécuritaire dans la plupart des cas, et surtout en contexte de maintien de l'ordre, les enquêtes ne peuvent aboutir faute de pouvoir identifier les agents. Cette impunité reste malheureusement la règle et participe grandement à la perpétuation de ces violences intolérables de la part de celles et ceux qui, bénéficiant de la force publique, sont censés en faire usage pour protéger les citoyens et les citoyennes. Pourtant, depuis de trop nombreuses années, de multiples instances, tant au niveau national, européen qu'international, et ce de manière récurrente, rappellent l'exigence d'identification visible des forces de l'ordre afin de s'assurer que les agents concernés puissent rendre compte de leurs actes. Voilà, fin de citation, et je vous engage à lire la suite et l'ensemble du rapport, ça peut vraiment être utile. Et pour terminer, une petite citation. Alors pour une fois, je vais vous citer un médecin de plateau, tout arrive. Le docteur Marty, trop occupé à vouloir à tout prix décrédibiliser le professeur Raoult, est soudain touché par la grâce et laisse échapper un grand moment de vérité spontanée. Alors je termine là-dessus. Il répondait donc à une téléspectatrice qui affirmait en ligne, en direct, qu'elle avait été elle-même guérie grâce à l'hydroxychloroquine et au protocole du docteur Raoult à l'IHU de Marseille. Alors pour cette personne-là, moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas si c'est vrai, mais par contre le docteur Marty, lui, avait l'air de bien savoir, donc écoutez ça, c'est cadeau. Une personne d'une famille, je l'ai vu, je vous rappelle que fort heureusement, c'est une pathologie dont 99,5% des gens guérissent seuls. Seuls. Ah ben donc là, quand vous dites, il nous a guéri avec l'hydroxychloroquine, excusez-moi, mais ce qui guérit, c'est juste votre organisme qui lutte contre la Covid. Voilà, et je mets sous cette vidéo le lien vers la séquence complète que j'ai postée évidemment sur mon canal Telegram, car quelque chose me dit qu'elle pourrait rapidement disparaître, en tout cas sur les sites officiels, mais elle tourne déjà tellement qu'il n'y a personne qui va l'oublier, je crois. Donc savourez ça, et comme l'extrait est très léger, vous pourrez le retrouver donc sur mon canal Telegram pour l'envoyer à l'un ou l'autre parent qui ressemblerait un petit peu trop à ma famille. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, tenez bon et à très bientôt, au revoir.